Bonjour, je suis ravi de vous accueillir à la première édition de notre événement CAPH. Nous allons explorer la frontière du numérique et de l'innovation. Déjà, ce matin, nous avons eu deux ateliers, un atelier Achat 2.0 sur la stratégie digitale et l'innovation, où nous avons énormément parlé d'IA, et également un autre atelier sur le retour d'expérience de nos adhérents suite à des interventions de notre équipe de consultants métiers Concilae. Nous aurons ce soir, à 15 h, un autre atelier concernant la sécurité, les cyberattaques et la résilience des systèmes numériques. Nous allons, pour cet atelier, parler de RH 2.0, la dématérialisation à l'IA. J'ai la chance de pouvoir présenter cet atelier en présence de Mathieu Guyot, expert pôle performance ressources humaines de l'ANAP et ancien DRH de l'hôpital de Mayotte, ainsi que de Isabelle Simon, consultante au sein de l'équipe Concilae. Je vais commencer par Mathieu. Mathieu, nous avons discuté ensemble donc, de cet atelier et des sujets qu'on pourrait effectivement aborder. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer pour vous quelle est la différence entre dématérialisation et digitalisation des processus RH. Et bien sûr, par la suite, aborder le sujet de l'IA et comment l'IA peut, d'une certaine manière, apporter des plus, des bénéfices aux pratiques RH et à l'organisation des services RH. Bonjour à tous, merci de cette invitation et merci de cette question. Alors, pour moi, la dématérialisation, la digitalisation, on est sur deux aspects totalement différents. Le lien, évidemment, c'est lié à l'informatique, c'est lié au logiciel de manière générale, mais ça s'arrête là. Et ça se voit même dans l'étymologie, parce que pour moi, dématérialiser, je trouve que ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était matérialisé, et on enlève cette matérialisation. Donc très concrètement, c'est un papier, souvent, qu'on va dématérialiser, un document, et qu'on va dématérialiser dans une machine. Et typiquement, la dématérialisation des factures, par exemple, phénomène que nous connaissons tous dans les établissements depuis un certain temps. Et c'est aussi le cas en ressources humaines, c'est-à-dire que les établissements publics sont de manière générale assez en retard encore sur cette notion de dématérialisation dans les ressources humaines. Mais ça peut être le fait de passer par des signatures électroniques pour la signature des contrats, il y a tout un ensemble de choses. La demande de congé aussi peut être dématérialisée plutôt que passer par des formulaires papier, des fiches navettes, les faire directement dans le système d'information ou encore les entretiens d'évaluation qui traditionnellement sont sur papier et encore dans beaucoup d'établissements sur papier, mais qu'on fait désormais sur ordinateur. Donc ça, c'est la dématérialisation. La digitalisation, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste et c'est là notamment où on peut avoir un impact plus grand de l'intelligence artificielle. C'est pas une notion de papier ici, c'est pas une notion de choses qu'on va mettre dans l'ordinateur, qu'on va dématérialiser. C'est un concept beaucoup plus large dans lequel, en fait, on va changer presque notre culture, notre façon de travailler et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir plus de sécurité, plus de performance, parce que c'est ce que permettent les outils aujourd'hui qui sont sur le marché ou qui sont en cours de développement. Juste pour la technique, si vous pouviez, voilà. Donc je reprends une partie, puisque vous avez eu la gentillesse de nous préparer un PowerPoint. Si vous aviez plus de temps, comme vous le dites, la question. Alors parlons donc un peu d'intelligence artificielle. Donc j'ai rejoint l'ANAP depuis 6 mois maintenant, donc je connais bien les problématiques des établissements encore aujourd'hui. Vous l'avez dit, j'étais DRH il y a encore quelques temps au centre hospitalier de Mayotte, encore avant j'étais dans la région centre. Et une des problématiques majeures, je crois, dans les DRH, mais pas que, à l'hôpital dans son intégralité, c'est la question du temps. La question du temps où il manque. Et il y a des tensions sur les ressources humaines, on le sait tous, pour tous les métiers, des charges de travail assez importantes. Et donc, bon, il y a une certaine frustration dans les établissements, c'est ce que montrent les études, liées à cette question du temps où on n'a pas le temps de faire son travail correctement. Et donc, ça impacte directement l'organisation et la performance des établissements. Et ça vient créer une perte de sens, cette frustration. D'autant plus que beaucoup de tâches sont en dehors de notre corps de métier. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à l'hôpital, en réalité, la problématique des ressources humaines, elle n'est pas que sur le médical, mais elle est aussi sur l'administratif.
Et qu'aujourd'hui, une problématique, c'est d'avoir, d'arriver à faire déjà le principal de sa mission, sans être, avoir trop de tâches administratives autour, qui fait qu'on ne fait pas réellement sa mission principale. C'est ça. Et donc, cette étude que vous voyez, en fait, c'est la synthèse de plusieurs études que j'ai affichées ici. C'est le temps que nous passons sur certaines tâches en moyenne dans le monde. Et on voit que très clairement, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de notre cœur de métier. Et ça fait même la majorité. En fait, c'est très surprenant lorsque je le dis et lorsque je l'annonce, mais lorsqu'on chronomètre les professionnels, on se rend compte qu'il y a une large part de leurs tâches qui sont totalement déconnectées de leur diplôme ou de leur métier. Et là, je cite quelques chiffres, 16% sur les mails, 11% sur les tâches administratives non directement productives, 10% sur les réunions inutiles, sachant que le temps en réunion, c'est 21% en moyenne. C'est évidemment des moyennes, certains sont en plus, certains sont en moins. 8% sur des interruptions non essentielles et 5% sur tout le reste. Et pour les soignants, parce qu'on est quand même à l'hôpital, il faut rajouter les tâches de logistique, par exemple, les tâches informatiques. Et donc, globalement, il arrive que des soignants soient à plus de 50% sur des tâches en dehors de leur corps de métier. Ce qui est probablement surréaliste. On a même fait que je considère personnellement, je veux pas, chacun pense ce qu'il veut, mais je considère ça un peu surréaliste, vu les tensions sur ces ressources humaines aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le temps infirmier passé en logistique, l'ANAP, où je travaille actuellement, fait une étude sur le sujet, il est astronomique. Et donc, c'est un vrai sujet. Et pour moi, c'est ici que l'intelligence artificielle a un rôle à jouer. C'est pour réduire tous ces temps qui sont en fait attribués à d'autres tâches, qui sont en dehors du métier. Et ce que je dis là, c'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde aujourd'hui, aussi bien les managers. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent faire des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Il faut dire des exemples concrets, les plannings. Aujourd'hui, combien de temps un cadre passe sur les plannings ? Un cadre de santé. En réalité, les études montrent que c'est entre 50 et 80% de son temps de travail. Alors que le rôle d'un cadre, c'est pas forcément de faire des plannings à la majorité de son temps, même pas du tout. La gestion des mails, gestion des lits, les indicateurs, faire des tableaux Excel, des PV de réunion, etc. Un ensemble de tâches à faible valeur ajoutée qui j'ai envie de dire, pollue notre temps et nous empêche de travailler. Et pour les soignants, c'est la deuxième partie du slide, en fait, c'est pareil. Après, c'est pas les mêmes tâches. Par exemple, lorsqu'on interroge les soignants, ce qu'ils vont nous dire comme tâches qui vont perdre du temps, entre guillemets, c'est tout ce qui est en dehors du corps de métier. Le code de HPMSI, c'est un classique. Remplissage du dossier patient. La logistique, j'en ai parlé, l'ANAP qui a fait des travaux dessus. Les lettres de sortie à rédiger, les comptes rendus, les tableaux Excel aussi qui sont demandés généralement par les directions ou directions support. Et après, ça peut être lié à des dysfonctionnements aussi, les pertes de temps. Par exemple, retrouver les tenues, les codes informatiques qui sont perdus, on passe 2 heures à essayer, ou l'imprimante qui est en panne. Bref, un certain nombre de choses qui font perdre du temps et qui pourraient être très clairement optimisées, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et juste un point sur la définition de l'intelligence artificielle. Alors, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, c'est la grande mode, alors que pourtant ce n'est pas du tout nouveau techniquement, puisque ça a une 50aine d'années, une 60aine d'années, voire plus. Cela dit, l'intelligence artificielle a évolué pendant cette période. Mais en tout cas, il n'y a rien de nouveau derrière cette notion. Là, je vous ai pris la définition du Larousse pour qu'on se mette d'accord quand même sur la définition. Je pense que le Larousse est relativement consensuel comme définition, comme base. Donc, c'est un ensemble de techniques permettant aux machines d'imiter les fonctions cognitives humaines. On voit quand même qu'il y a une très forte amélioration au cours des dernières années. Voilà. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a eu des changements technologiques extrêmement importants et ça impacte directement les organisations et les conséquences. Je vais faire un peu de vulgarisation ici, c'est très simpliste ce que je vais dire. Mais en gros, pour moi, on est passé des moteurs de règles classiques, des algorithmes mathématiques, à de l'apprentissage, ou de l'auto-apprentissage, je dirais même. Et ça passe par des progrès technologiques notables, notamment avec le développement des réseaux neuronaux virtuels. Ça existe depuis un certain temps, mais c'est leur développement qui est extrêmement impressionnant. Et c'est en fait le principe, comme l'indique le nom, c'est que ça vient simuler le fonctionnement d'un cerveau humain.
de manière informatique. Et ça a comme conséquence directe d'augmenter ses performances, mais aussi des conséquences négatives. C'est que c'est plus compliqué à utiliser, c'est plus compliqué de comprendre comment elle fonctionne. C'est un peu une boîte noire. Ça, on en parlera aussi. C'est un sujet en ressources humaines. C'est qu'avec le développement des intelligences artificielles, c'est de plus en plus complexe de les comprendre. Et quand il faut prendre des décisions transparentes, parce que là, on parle quand même de l'humain, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le deuxième point clé, c'est la notion d'apprentissage, parce qu'un simple moteur de règles ou un algorithme classique n'a pas besoin d'apprentissage. C'est des formules mathématiques. Par contre, là, avec les nouvelles technologies qui se développent aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'un apprentissage. Il y a des termes en anglais, voilà, techniques que certains connaissent, le deep learning, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas le but ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut toujours garder ça en tête. C'est que maintenant, les technologies les plus avancées sur l'intelligence artificielle ont besoin d'un apprentissage. C'est indispensable. Et il peut être supervisé par un être humain, ou parfois il n'y en a même pas besoin. Là aussi, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est important à garder en tête. Et donc, ça signifie, c'est aussi un point de faiblesse, que les IA se basent sur les données qu'elles possèdent. Ah oui, il y a un point quand même dont je voulais parler. Engagement durable, consommation électrique. C'est ça, exactement. À l'ANAP, on parle beaucoup de développement durable, donc c'est indispensable que je le mette. Sur l'IA, c'est un point notable. C'est quand l'IA est très impressionnante par son intelligence. Lorsque voilà, on utilise ChatGPT, parfois ça peut être impressionnant. Ou quand on voit les robots d'Elon Musk. Cela dit, en réalité, l'efficience d'un cerveau artificiel est beaucoup plus faible qu'un cerveau biologique. Et sa consommation, en tant que telle, est extrêmement élevée par rapport à un cerveau humain. Et donc, ça veut dire que ça a un impact environnemental extrêmement important lorsqu'on vient généraliser les intelligences artificielles. Ça a un coût déjà, mais ça financier, mais aussi un coût environnemental. Il faut avoir les data centers avec la puissance qui va bien en face. Exactement. C'est un vrai sujet aujourd'hui en termes de souveraineté au niveau de l'IA, au niveau de l'Europe. Exactement, et là, et après j'aurais fini sur la vulgarisation sur l'intelligence artificielle, sur la définition entre guillemets. C'est les types d'intelligence artificielle. Traditionnellement, hein, on considère qu'il y en a trois. Les intelligences, on peut dire étroites, qui sont spécialisées sur une tâche. Alors, il y a envie, en fait, entouré d'IA étroite, et c'est pas quelque chose d'extrêmement innovant. Ça existe depuis un certain temps. Alors, certaines sont extrêmement innovantes, hein, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, c'est un concept plus ancien. Et donc là, je vais vous citer pas mal d'exemples. Donc, des plannings automatisés, la reconnaissance de voix, reconnaissance vocale, jouer aux échecs. Hein, souvenez-vous de Deep Blue, il y a un certain temps maintenant, c'est pas quelque chose de nouveau. Les fils de messagerie, appareils commande vocale. Les IA de recommandation, ça c'est sur Netflix par exemple, pour vous avez un ordre d'idées, la génération d'images, conduite autonome de véhicules, etc., etc. Les IA de gestion de stock, là j'invente, hein, les exemples sont innombrables. En tout cas, on est entouré d'intelligence artificielle aujourd'hui en réalité. Et après, le deuxième type, c'est les IA générales. Alors, les IA générales, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt l'exemple typique, c'est ChatGPT, c'est le plus connu aujourd'hui. C'est une IA polyvalente qui se rapproche beaucoup plus d'une intelligence humaine, dans le sens où elle a une variété de tâches qu'elle peut réaliser qui est extrêmement impressionnante. Et c'est là où il y a un changement. C'est là où il y a une accélération et c'est là où tout va changer pour moi. Ou en tout cas, où il va y avoir des bouleversements, où on peut même appeler ça une révolution. C'est-à-dire qu'en termes de productivité, en termes de performance, on est vraiment sur un gain qui est extrêmement important. Alors qu'une IA étroite, c'était quelque chose d'assez resserré sur une chose. Là, on a vraiment des IA qui peuvent communiquer, qui peuvent parler. On peut même discuter avec des IA. Et du coup, comme conséquence, c'est que par exemple, elles veulent prendre des décisions, ou en tout cas aider à la prise de décision, peuvent donner des ordres aux IA étroites. C'est-à-dire que les IA peuvent communiquer entre elles, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi très utile en termes de formation, pour rédiger des documents, pour les synthétiser, développer des idées, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un impact extrêmement important, je pense, au cours des prochaines années. Et ça commence, hein, mais c'est surtout au futur qu'on verra les choses. Et donc, l'utilisation à terme, voire même aujourd'hui, mais en tout cas à l'hôpital, ça se fait assez peu, c'est d'avoir carrément un assistant personnel. Ça, voilà, une IA polyvalente, on pourra aller sur cette dimension-là. Et après, ce qui existe déjà de manière généralisée, surtout dans les collectivités, c'est les chatbox. C'est-à-dire, vous savez, c'est quand on parle et que l'intelligence artificielle répond à nos questions. Ce qui peut être fait en ressources humaines, hein, certaines collectivités l'ont fait.
Au Je niveau n'arrive pas à chatbot, lire chatbot, dernièrement, moi j'ai vu une présentation de Claude, qui est le chatbot de l'État, entre parenthèses, pour que les agents puissent répondre plus rapidement aux usagers suivant les questions. Donc l'État aujourd'hui a mis en place un chatbot pour ses agents. Alors, un aspect important, là je serai très rapide sur ces slides puisque je vois le temps qui passe. En 2 mots, il ne faut pas non plus, donc l'intelligence artificielle est des promesses, mais il ne faut pas surutiliser l'IA non plus, parce qu'elle a un coût, et donc il est impératif de bien cadrer la chose dans son établissement, et notamment en ressources humaines, puisqu'il y a des choses en réglementaire, etc., qui sont à respecter, notamment la nouvelle réglementation européenne de l'IA Act, qui restreint très fortement l'utilisation de l'IA dans les ressources humaines. Et lorsqu'on fait son projet d'intelligence artificielle, là je m'adresse, je fais vraiment à Naples, dans votre gestion de projet, ce que je vois régulièrement, c'est qu'on sous-estime les coûts. On sous-estime les coûts, on sous-estime la maintenance, on sous-estime la formation et on sous-estime les coûts indirects et les coûts psychologiques notamment et de résistance au changement. Et ça, c'est quelque chose qui est capital, parce qu'un projet qui est mal implémenté, où on vient sous-estimer les ressources requises, parfois ça devient un projet contre-productif, surtout sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet médiatique, c'est un sujet à la mode, donc quand il se passe quelque chose, ça fait rapidement la une des médias. Donc si par exemple, j'imagine qu'un établissement implémente mal une intelligence artificielle, ça peut assez rapidement donner des sueurs froides, étant donné les biais qui peuvent être liés à des intelligences artificielles. Voilà, donc je propose de passer au slide d'après. Et donc là, c'est une simple synthèse. Donc quand on met en place un projet d'intelligence artificielle en RH ou dans n'importe lequel, il faut bien faire un coût-analyse, une analyse gain-coût, et déterminer que les gains sont bien supérieurs. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, vu le niveau de l'intelligence artificielle. Il y a des sujets où les gains sont extrêmement importants, puis il y a des sujets où c'est un peu plus difficile. Très bien. Donc justement, à quelle partie, effectivement, l'IA va permettre d'apporter, de donner des bénéfices à l'établissement et aux agents? Exactement. Alors aujourd'hui, pour moi, là, on va rentrer dans la phase un peu plus concrète dans cette deuxième partie de présentation. Le gain le plus important, c'est sur l'automatisation des plannings. Je l'ai dit en introduction, quelques mots, qu'on manquait de temps. Et qu'on passait les cadres de santé passent entre 50 et 80% de leur temps de travail sur les plannings. Imaginez combien d'heures ça représente au sein d'un établissement, un gros établissement. Imaginez combien ça représente au sein du système de santé. J'avais fait quelques calculs, on était sur de l'ordre de milliards d'euros au niveau du système de santé. C'est-à-dire aujourd'hui, pour faire des plannings, c'est à peu près le coût que ça représente. Ça représente des dizaines de milliers de TP. Et donc là, je vous donne un cas concret et je fais le lien avec la question initiale sur dématérialisation, digitalisation, etc., avec les différentes étapes. Alors là, vous voyez comment on fait les plannings dans l'histoire. Traditionnellement, c'est l'étape 1, c'est ce qui est au centre, c'est avec du papier. Donc productivité minimale, difficulté pour le modifier. La difficulté principale de le faire sur papier, c'est pour tout ce qui est passage en paye. La charge de travail est extrêmement importante pour les personnes qui l'inscrivent et qui font tous ces calculs. Ça n'existe théoriquement plus, ça existe encore dans certains établissements, mais qui sont relativement rares. Il y a l'étape 2, qui est l'informatisation des plannings. Donc ça date des années 90 et ça s'est fait progressivement. Le gain ici, il est surtout lié à la paye. C'est là où il y a eu un gain de productivité extrêmement important, où tous les calculs de paye, les éléments variables, se sont faits de manière automatique. Parce que imaginez un instant qu'il faille calculer manuellement tous les éléments variables de paye. Un par un. L'inscrire sur le bulletin. Imaginez le temps que ça prend. Avant l'informatisation, il fallait bien le faire. Aujourd'hui, tout cela est automatisé. Donc aujourd'hui, on est habitué à ça. C'est devenu une évidence. Mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Et cela dit, maintenant, on est à des étapes encore au-dessus. Ensuite, il y a eu l'ouverture à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends lorsque le logiciel planning a été mis sur Internet, c'est-à-dire accessible à l'extérieur de l'établissement. Donc là, c'est typiquement le portail agent. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire que l'agent, il se connecte sur son portail agent, il a son planning directement.
C'est là qu'il peut demander ses congés, qu'il peut demander ses RTT, qui peut dire qu'il est absent sur telle période et signaler toute problématique. Donc ça, je dirais, ça date des années 2010. C'est l'étape 3. Et ça, par exemple, ça permet des choses, puisque c'est une évolution technologique. Ça permet, par exemple, au cadre de pouvoir modifier les plannings, vu que c'est ouvert à l'extérieur, de chez lui. Donc ça permet le télétravail, par exemple. Mais avant, quand le planning c'était sur papier, vous vous doutez bien que ce n'était pas possible. Et pareil, lorsqu'il n'était pas ouvert sur Internet. Maintenant, nous sommes à l'étape 4. Et c'est qui débute. C'est l'automatisation des plannings. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle fait les plannings automatiquement. Ça permet, d'une part, de multiplier la productivité du cadre. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre 5 heures à faire son planning, il va prendre une demi-heure. L'idée, c'est qu'il va pouvoir faire soit il va pouvoir libérer du temps pour une autre tâche, ou soit faire plus de planning, au choix, ou faire des plannings de meilleure qualité, au choix aussi. Mais dans tous les cas, le poids que représentera la tâche de réaliser le planning sera fortement abaissé. Et qu'est-ce que ça permet très concrètement pour les professionnels? Ça permet le planning à la carte, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de faire un planning à la carte manuellement, ou en tout cas sans automatisation. Il y a tellement de contraintes. Imaginez un cadre, il a 80 agents, et un tel, il veut voir son enfant le mercredi, un tel, c'est le vendredi, un tel, il est divorcé, il a la garde tel jour, etc., etc. Le planning à la carte, aujourd'hui, dans un service classique, est quasiment irréalisable. Par contre, pour une intelligence artificielle qui n'a pas de limite de puissance de calcul ou de temps, comme peut le faire un être humain, vous vous doutez bien que là, le planning à la carte devient possible. Et donc, non seulement on a un gain de productivité, mais on a aussi potentiellement un planning de meilleure qualité qui prend en compte davantage les individualités et les demandes personnelles. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que d'un côté, ça permet d'améliorer la qualité de vie au travail pour les infirmières, les soignants, on va dire globalement les soignants, puisqu'il y aura peut-être plus de facilité pour prendre en considération certains de leurs impératifs de vie. D'un autre côté, ça permettrait au cadre de soins que plutôt se consacrer à faire des plannings, se consacrer au management et au suivi des équipes de soins. Et donc la QVT, quelque part, encore améliorée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de problématiques d'attractivité de l'hôpital. Exactement, et pour moi, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord dans le sens où, pour moi, en fait, il ne faut pas augmenter le nombre de plannings à réaliser ou il ne faut pas diminuer le nombre de cadres. Non, il faut que de mon point de vue, le gain pour les établissements, c'est que les cadres, ils aient plus de temps pour faire du management, pour faire de la gestion de projet, écouter leurs équipes aussi, parce que ça prend du temps et ça a un impact sur la QVT. Et pour moi, en fait, les cadres de santé, mais aussi les cadres techniques, etc., sont aujourd'hui handicapés parce qu'en fait, il y a une trop grande partie de leur temps qui n'est pas fait pour du management, qui n'est pas pris pour du management, il est pris pour des plannings. Donc ça, c'est juste un exemple que je cite, la gestion du temps de travail, les plannings. Mais l'intelligence artificielle, elle va là où c'est quand même un gros impact sur les plannings. Mais l'intelligence artificielle, elle peut impacter l'intégralité de la gestion des ressources humaines et pas seulement celui-ci. Et peut-être ça, on va sauter, parce que je sens qu'on va pas avoir le temps. Ça aussi, même si c'est passionnant, mais voilà, juste sur les plannings quand même, j'ai écrit un article là-dessus avec un scénario. J'ai défini pas mal de scénarios. J'ai défini un scénario médian pour pouvoir partir d'une base, en tout cas comme moi je le pense. Et j'ai parlé avec beaucoup d'éditeurs, de logiciels, d'intelligence artificielle, etc. Et pour moi, il va y avoir différentes phases. C'est comme ça que ça évolue traditionnellement et c'est comme ça qu'on change de technologie. Parce que les slides qu'on a sautés, c'était en fait les sauts de technologie que j'expliquais. Donc là, par exemple, vous voyez, on est dans la phase 1, exploration et sensibilisation, où en fait, il n'y a aucun établissement aujourd'hui qui a totalement automatisé ses plannings. Personne, ça n'existe pas. Par contre, ça a débuté, il y a de nombreuses expérimentations, j'en compte plus d'une vingtaine aujourd'hui. Et puis, avec le temps qui passe, avec l'augmentation de la performance des outils, pour moi, on va aller de plus en plus vers une généralisation, avec des adoptions partielles 2024-2026, la phase 2, ensuite adoption généralisée. C'est quand la technologie devient suffisamment avancée que vraiment il y a un gain notable. Là, ça va vraiment se généraliser. Et après, on sera sur du perfectionnement. Et encore après, moi j'ai mis jusqu'en 2033 et après j'ai mis des points d'interrogation, vous allez voir sur le slide, parce que je ne sais pas ce qui se passera. Là, ça dépasse mes capacités. Mais en tout cas, l'évolution sera
sera notable, je pense, sur les plannings au cours des prochaines années. Et ça sera le plus impacté par l'intelligence artificielle. Parce que c'est là où il y a le plus de gains, en fait. Vous craignez pas ou pensez pas que ça ira peut-être un petit peu plus vite quand on voit, comment dire, l'ampleur du phénomène IA dans tous les domaines et la vitesse à laquelle ça va, qui est phénoménale. On n'a jamais vu une évolution technologique qui aille aussi vite. En tout cas, moi, j'ai un certain âge et j'ai jamais vu ça. Si je compare à l'Internet, on est sur des... Enfin, ouais. C'est hallucinant. C'est très impressionnant, mais je reste prudent là-dessus parce que il y a quand même la résistance humaine qui. C'est pour moi, c'est pas la technologie qui va bloquer l'automatisation des plannings, c'est la résistance au changement et le changement d'habitude et la gestion de projet aussi. Parce que rien que pour faire le projet d'automatisation des plannings de son établissement, ça prend du temps parce qu'il y a quand même beaucoup de données à récupérer. C'est un projet complexe et les gens à former. Ça prend beaucoup de temps aussi. Je vois dans vos propos systématiquement, vous revenez sur cette problématique d'accompagnement, d'objectifs derrière un projet, pourquoi faire, comment faire, de communication auprès des agents et autres, et l'importance de cette phase, presque, on pourrait dire, plus importante que la phase purement technique d'implémentation du produit, en réalité. Alors, personnellement, sur les projets d'intelligence artificielle, ce que j'ai pu constater, ou même certains projets complexes informatiques, et surtout sur les plannings, parce que c'est vrai, ça concerne tellement de personnes, et c'est parce qu'il y a beaucoup de managers généralement qui l'utilisent, beaucoup de directions fonctionnelles, et les agents eux-mêmes, puis il y a les syndicats qui sont très regardants sur ce sujet, forcément, parce que ça concerne directement la vie des professionnels, et donc très clairement, il y a un enjeu politique d'établissement. Et ça va jouer un rôle très important dans le calendrier, dans l'implémentation des solutions. Donc même si la technologie évolue très vite, il y aura quand même ça qui posera problème. D'accord. Quelques idées, on va dire, pour le reste des RH, on a parlé effectivement beaucoup de planning, mais je pense que le domaine est vaste. C'est vaste. Exactement, parce que en fait, comme je l'ai dit, ça peut toucher tous les sujets RH. Et donc pour ça, vu qu'il reste que 3 minutes. Vous pouvez continuer, on va gérer. Vous inquiétez pas, je fais le maître des temps, on peut continuer à aborder certains sujets. Puis je regarde les questions en même temps. Il y a surtout 2 slides pour moi qui sont importantes. Celle-là déjà, où c'est les différentes fonctions RH. Et pour moi, l'intelligence artificielle a un rôle à jouer sur toutes ces fonctions. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ces 10 fonctions, mais c'est les 10 fonctions traditionnelles aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Celle qui est en violet, c'est le temps de travail, c'est celle dont on a déjà parlé. Donc, vous voyez, il y en a 9 autres. Et je peux évoquer rapidement quelques solutions. Sur la gestion administrative du personnel dans les établissements, il y a un gain qui est quand même extrêmement important sur l'automatisation de la gestion administrative. Parce que beaucoup de ces documents ne nécessitent pas une réflexion extrêmement intense. Par exemple, la gestion des échelons, de l'avancement de grade, etc. Ce sont des notions qui peuvent être gérées, ou en tout cas largement automatisées par intelligence artificielle. Et même dans certains cas, il n'y en a pas besoin. Il n'y a même pas besoin tout le temps d'intelligence artificielle. Mais en tout cas, il y a un gain qui est possible. Sur la paye, quel est le gain possible de l'intelligence artificielle ? Pour moi, il est surtout sur la fiabilité des payes. Parce que j'ai parlé d'apprentissage, l'intelligence artificielle apprend. Donc ça signifie qu'elle est capable d'analyser des anomalies. Aujourd'hui, par exemple, il y a des intelligences artificielles qui analysent les prescriptions médicales et qui viennent détecter lorsqu'il y a des anomalies sur prescription. Aujourd'hui, voilà, c'est pas généralisé, mais il y a certains établissements qui l'utilisent. Les interactions médicamenteuses, les surdosages par rapport à des prescriptions, etc. Tout à fait, oui. Exactement. On peut faire la même chose pour la paye, tout simplement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle peut analyser les profils qui sont, par exemple, dans tel service, tel métier, tel grade, avec toutes les données RH. Et elles peuvent déterminer que, tiens, c'est bizarre que cette personne-là n'ait pas ce code paye activé. C'est bizarre que cette personne n'a pas cette prime alors qu'il est dans ce service-là, etc., etc. Bref, ça vient fiabiliser l'intégralité du process de paye et c'est extrêmement important, je pense, au sein des établissements aujourd'hui. Sur le recrutement, sur la formation, sur piloter la fonction RH, etc., là, c'est des notions qui sont quand même un peu plus complexes. Et qui sont plus difficiles à utiliser. Cela dit, il y a des projets aujourd'hui qui existent sur ces différentes fonctions. J'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'ils sont encore en stade expérimental et ils n'ont pas vocation à être publics.
mais il y a des possibilités. Je vais peut-être donner je vais donner un exemple qui est déjà commercialisé, sans citer le nom bien sûr. Promouvoir le bien-être au travail. Aujourd'hui, il y a des solutions en ressources humaines qui viennent faire des systèmes de météo par intelligence artificielle, c'est-à-dire qui viennent analyser les bases de données RH d'un établissement, par exemple taux d'absentéisme, enfin vraiment beaucoup de données, hein, et ils vont en déterminer un climat social avec un système de météo, avec un indicateur par exemple sur 100. 100, ça veut dire que l'établissement est en très bonne forme. Je simplifie, il y a un très bon climat social. 0, ça veut dire qu'il y a une très grosse crise sociale. Et tout ça en analysant les données. Alors le niveau de fiabilité, effectivement, c'est plus fiable qu'on le croit, hein, c'est quand même assez pertinent comme outil. Mais cela dit, c'est dans la durée que ça vient, parce que l'IA apprend de ses erreurs, c'est un de ses avantages, et se modifie en permanence en quelque sorte. Et ici, cet outil progresse, celui auquel je pense, de météo d'établissement. Oui. Et ça sur chaque fonction. Après, j'avais listé quelques idées dans les slides suivants. Oui, et puis alors, je vous confirme qu'au niveau de l'IA utilisée, notamment dans le recrutement, pour tout ce qui est analyse des CV, du verbatim, exactement. Il y a de la recherche sur tous ces domaines-là pour pouvoir, entre guillemets, gagner du temps entre le profil et l'adéquation avec l'entreprise ou l'établissement. Donc voilà, oui, c'est ça. Surtout qu'il y a des progrès. À une époque, c'était une sélection assez peu fiable. Mais maintenant, en 2024, les solutions commencent vraiment à être intéressantes et à faire des analyses, même de personnalité, etc. Enfin, ça va assez loin. Ça va assez loin et même des concordances de personnalité entre le manager et le salarié. C'est hésitant. Et pour l'avoir, en fait, je l'ai utilisé moi-même. En expérimentant et moi j'ai été bluffé. C'est-à-dire j'ai candidaté fictivement à un poste et j'ai demandé l'avis de l'intelligence artificielle sur mon propre profil et l'intelligence artificielle a regardé ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux, etc. Elle a fait une analyse de personnalité, a défini quels seraient les problèmes et a listé les questions qu'il faudrait me poser en entretien d'embauche. Enfin, voilà, c'est un exemple de puissance aujourd'hui de l'intelligence artificielle contemporaine, celle de 2024. Et chaque année, ça progresse vite. Oui, ça progresse, tous les mois même, je dirais. Ça progresse effectivement très vite. Tous les mois, il y a une nouveauté. Là, vous avez repris effectivement les différentes briques d'un... Je ne sais pas si ça marche. Un SIRH, c'est bloqué pour la technique. Je sais pas, PowerPoint qui est bloqué. Oui, normalement, il y a les différentes briques qui sont sur ça. Je ne sais pas. Cela dit, petit incident technique, c'est des choses qui arrivent. Je vous laisse expliquer votre diapo, même si effectivement... En fait, c'était simplement une illustration de où on pouvait mettre l'intelligence artificielle. Donc ici, il y avait 6 briques. Les 6 briques principales, et c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'un SIRH moderne. Mais tous les établissements n'ont pas ces 6 briques. Par exemple, j'ai mis la brique logiciel recrutement. Et tous les établissements en France n'ont pas de logiciel recrutement. Cela dit, si vous n'en avez pas, je recommande d'en utiliser un. Parce que les gains sont extrêmement importants et à terme, ceux pour l'hôpital n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Mais, voilà, ça y est, ça s'affiche. Oui, donc gestion du temps de travail, c'est la première brique. Et après, les autres briques aujourd'hui, c'est gestion de la paie, gestion des carrières, gestion sociale, gestion recrutement marque employeur et la formation. Et sur chacune de ces briques, petit à petit, pour moi, il va y avoir des solutions avec intelligence artificielle qui vont apparaître. Et donc là, c'était quelques exemples. Voilà, il y en a pas mal. Il y a quelques slides sur ces sujets-là. Vous pouvez lire. Il y a les entretiens d'embauche, la formation, sur la gestion administrative, recrutement, etc., où il y a des gains de productivité pour les gestionnaires. Et les impacts pour les DRH, peut-être... on peut en parler un peu, c'est que pour moi, ce n'est que mon opinion, en tout cas c'est mon analyse, c'est que lorsqu'on regarde précisément quels métiers sont concernés, on voit que les gains de productivité, c'est-à-dire là où ça va être automatisé, outre les plannings, mais ça c'est en dehors des DRH, c'est plutôt les cadres, à l'intérieur d'une DRH, où sont les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être accéléré ? Globalement, c'est certains process qui vont être accélérés, qui sont à faible valeur ajoutée. Typiquement, ça va être remplir des tableaux Excel, ça va être remplir des fiches navettes ou les suivre, ça va être faire des extractions,
tout ça à terme, ce sera pour moi automatisé, et ça va être aussi envoyer des contrats, faire signer des contrats, etc. Et donc ça aura un impact quand même sur les DRH et sur l'organisation, parce que pour moi, il y aura quand l'intelligence artificielle sera implémenté dans les DRH, il va y avoir besoin de nouveaux métiers et de former les professionnels existants. Les nouveaux métiers, c'est qu'il faudra des gens à terme, donc soit, je ne sais pas s'ils seront affectés, ça dépendra des organisations, affectés dans les DRH ou pas, mais il faut des gens qui connaissent bien l'intelligence artificielle pour éviter les biais et pour diminuer les risques. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, que les personnels existants soient bien formés et sensibilisés de manière générale. Alors là, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, mais pour moi, aujourd'hui, il faut commencer à sensibiliser sur le sujet puisque l'intelligence artificielle va rapidement arriver. Et lorsque moi je parle avec des personnes en établissement, j'observe qu'il y a des pratiques avec l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que les personnes ne sont pas formées, qui ne sont dans certains cas pas réglementaires ou pas éthiques ou pas. Je rentrerai pas dans le détail ici, je citerai pas de nom évidemment, mais il faut faire attention. L'IA est un outil puissant, important. Il faut cadrer tout ça dans les établissements à terme. Et j'ai même vu des agents qui utilisent l'intelligence artificielle sans en informer leur employeur. C'est des pratiques qui commencent à se faire, mais ça a un impact sur les systèmes d'information, sur la sécurité des données, des questions éthiques. C'est pour ça que, de mon point de vue, c'est important de former sur l'intelligence artificielle et les DRH doivent être formés tout particulièrement, et peut-être ce sera mon dernier mot, c'est que, en fait, il y a une réglementation qui est sortie récemment, depuis un certain temps, une réglementation européenne, l'IA Act, et les ressources humaines font partie des activités qui sont le plus encadrées pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire l'IA Act définit des niveaux de risque, entre guillemets. Et les ressources humaines, c'est ce qui est au risque le plus élevé. Donc le plus encadré. Et ça, il faut l'avoir en tête, et c'est normal, parce que les impacts sur les professionnels avec les biais que peuvent créer les intelligences artificielles, c'est pas négligeable. Ah oui, il y avait quelques points sur l'administratif. Oui, mais je vais les passer vite fait. Et effectivement... Mais ce que je vois, effectivement, c'est qu'en fin de compte, l'IA... peut permettre d'automatiser, enfin, on va dire, tout l'ensemble de tâches à faible valeur, d'une certaine manière, sans être péjoratif, on peut le voir de ce côté-là, et permettre aux équipes RH de se concentrer sur ce qu'est la réalité de leur métier, ce qui devrait être leur métier, et de la même façon pour les soignants, quand vous parlez ou les cadres de soins, quand vous parlez de planning, mais reste toujours, effectivement, parce qu'au début de cet entretien, vous avez parlé de IA boîte noire, c'est-à-dire qu'en réalité, pour tout le commun des mortels dont je fais partie, on n'est pas capable de comprendre comment l'IA fonctionne. Donc, ça reste une boîte noire avec des algorithmes, des mathématiques quantiques, des tas de choses dedans. Personnellement, je connais rien en mathématiques quantiques. Mais voilà, et pourtant, il faut à un moment donné avoir un cadre. Donc, l'IA Act, effectivement, par rapport à l'éthique, pour éviter les biais. Mais, et à la fois, il faut arriver à lui faire confiance. Et c'est peut-être une des questions, c'est comment faire confiance à l'IA et au résultat de l'IA. Comment on fait confiance, je dirais, en parallèle avec un médicament. Quand on prend un médicament, on fait confiance au médicament, le médecin nous l'a donné, on sait qu'il y a eu des études cliniques, et comment on fait confiance à une IA, au même niveau qu'un médicament, en disant, je sais que cette IA, elle est, entre guillemets, éthique, et puis que sur ce sujet-là, normalement, elle devrait avoir un bon taux de fiabilité. Et à votre avis, voilà, comment on pourrait arriver parce qu'un des freins, c'est moi, j'ai pas confiance en votre boîte noire. Exactement, c'est une bonne métaphore, la notion du médicament. Oui. On ne sait pas ce qu'il y a dans le médicament. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je regarde parfois la notice, mais ça s'arrête là. Du coup, pour moi, il faut se poser la question, mais pourquoi on a confiance dans un médicament ? Peut-être. D'où elle provient ? Et en fait, c'est quelque chose ça a pris du temps. Ouais. Et j'ai envie de dire, parfois, il y a des gens, ils n'ont pas confiance. On se souvient des débats sur les vaccins, etc. Moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là aujourd'hui, je vous rassure. Dans tous les cas, c'est toujours pas parfait sur le médicament. Il y a toujours des réfractaires, j'ai envie de dire. Cela dit, ça s'est construit grâce à une prudence et aussi une réglementation et des instances de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les médicaments, un médicament qui est remboursé par la sécurité sociale, on est en capacité d'attendre, vu tous les tests qui existent sur ces médicaments, recherche clinique, etc., qui soient efficients. En tout cas, qu'il y a un gain supérieur au coût,
en l'occurrence. Et pour moi, l'intelligence artificielle, il faudrait que ce soit la même chose. C'est-à-dire qu'il faut des instances de contrôle. Et en fait, c'est l'IA Act qui a été publié récemment, qui prévoit toute cette réglementation, tout ce cadre juridique. Et il faut aussi une garantie humaine. Et c'est enfin le temps qui donnera cette confiance, pour moi. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser et qu'on voit que ça fonctionne bien, c'est comme ça qu'on construit la confiance. Et ça ne viendra pas d'un coup, ça viendra petit à petit. Cela dit, il y aura toujours des hauts et des bas. La confiance, quand il y a quelque chose de médiatique qui passe, qui se déroule, elle vient être affectée, forcément. Par exemple, je ne sais pas, souvenez-vous Fukushima, quand ça a eu lieu, tout le monde a été contre le nucléaire. Voilà. Et l'intelligence artificielle, s'il y a des choses médiatiques du même style, c'est-à-dire une catastrophe liée à l'intelligence artificielle, je ne sais pas, imaginez qu'il y a un établissement qui met en place l'intelligence artificielle, mais qu'elle ait été mal mise en place et que ça ait blessé des personnes. Forcément, la confiance dans l'intelligence artificielle va baisser. Eh bien, ça signifie donc que chaque acteur, chaque utilisateur de l'intelligence artificielle, pour moi, doit faire attention à ce qu'il fait, à respecter l'éthique, la réglementation. C'est absolument indispensable. C'est un outil extrêmement puissant, mais justement parce qu'il est puissant, puissant dans le sens positif, ça peut également devenir puissant dans le sens négatif. En tout cas, il y a un point clé, c'est qu'il ne faut pas de confiance aveugle. Ouais, donc il faut trouver le bon équilibre et l'humain reste le dernier qui décide. C'est ça, et c'est ce que prévoit la réglementation d'ailleurs. Un point clé, l'IA Act prévoit qu'il est interdit, c'est vraiment ce qui est écrit, sur l'utilisation de l'IA en ressources humaines, que l'IA décide de quoi que ce soit. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui doit prendre des décisions. L'IA vient proposer, conseiller, dire quelque chose, écrire quelque chose, mais elle ne prend pas de décision en elle-même. Il faut qu'il y ait un être humain derrière qui puisse contrôler le système. Merci beaucoup Mathieu, on va conclure sur ce dernier mot. En tout cas, un grand merci pour tous ces éclaircissements et cette approche autour de l'IA dans les gestions des RH. Et puis je vais passer à notre consultante Isabelle. On va revenir sur des choses un peu plus terrain d'une certaine manière, un peu moins IA, c'est sûr, et évolutive vers le futur. Isabelle, tu as pu participer à de nombreux projets de digitalisation des processus RH. Est-ce que tu pourrais nous indiquer quelles sont pour toi les étapes clés dans la digitalisation, je vais y arriver, des processus RH dans une organisation? Bonjour à tous. Oui, effectivement, on peut parler des étapes clés, mais j'ai envie de dire, et je pense que c'est une vision commune avec ce qu'exposait Mathieu Guyot. À mon sens, déjà, l'erreur, c'est de considérer qu'il s'agit d'un simple chantier technique, finalement, et qu'on implémente un outil au sein d'un établissement quand on veut digitaliser. Pour moi, le point principal, en fait, c'est de considérer que c'est aussi un chantier qui est organisationnel, émotionnel aussi, et on est vraiment dans ces registres. Donc, pour moi, les étapes clés, elles sont bien évidemment celle d'une gestion de projet. En amont, effectivement, on étudie quel est le besoin de l'établissement, quels sont ses objectifs, et finalement la digitalisation pour l'établissement, quel sera l'objectif principal et quel bénéfice il veut en retirer. Ce point-là aussi a été brièvement évoqué. Ensuite, en termes de gestion de projet, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête qu'on doit impliquer tous les acteurs. Les instances en font partie, ça a été évoqué également, mais également les premiers concernés, c'est-à-dire en fait les agents, les personnels de l'établissement qui sont gestionnaires au quotidien et qui utiliseront cette technologie. Finalement, faire un point en amont. Quels sont les points faibles aujourd'hui de l'établissement? Quels sont les points forts au regard du projet de digitalisation? Comment va-t-on y aller? Faire un calendrier organisationnel, organiser des groupes de travail. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au-delà de l'implémentation de l'outil, il y a vraiment un nécessaire accompagnement. Cet accompagnement doit s'inscrire dans le temps. Il faut prendre le temps de l'organiser. Savoir s'arrêter s'il y a des résistances, on en parlait tout à l'heure. Si on sent qu'il y a des freins, régler ces freins, redémarrer le chantier, adapter le chantier, tenir compte effectivement des différents accélérateurs ou éléments freinateurs. Et ensuite, seulement à ce prix-là, on réussit. Je dirais que j'ai rarement vu de projet en échec lorsqu'il a été bien préparé en interne et que chaque acteur a été associé en amont. En résumé, voilà. Et vraiment tenir compte du vécu de l'établissement, de ses contraintes et des aspects émotionnels des personnels. Et pour ça, je pense qu'un accompagnement externe ou un regard externe est intéressant
Ça permet de prendre du recul. C'est le pas de côté, finalement, qui fait qu'on a un regard un peu plus objectif sur le projet, avec moins d'enjeux. Je vois que M. Guyot acquiesce. Effectivement, pour moi, c'est un point essentiel. D'ailleurs, bon, quand on fait ce type de projet, c'est qu'on recherche quelque part des bénéfices. Alors, les bénéfices peuvent être multiples. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler de quels sont les bénéfices qu'on peut retirer de ce type de projet ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En termes de bénéfices, alors organisationnels, c'est la performance. On en revient à l'efficience, à la performance. On a des processus qui se déroulent plus rapidement, qui sont mieux organisés. On les fiabilise, bien évidemment. Ça a un retentissement sur l'image de l'hôpital, l'image de la fonction RH. Donc, ça a à voir également avec l'attractivité. C'est-à-dire que ce soit en interne ou en externe, on a des délais de réponse sur les processus qui sont plus courts et une transparence accrue en termes d'action RH. Donc pour moi, ça c'est déjà un point essentiel qui donne envie de travailler dans l'établissement, de rester au sein de l'établissement. Ça permet de réallouer également du temps de travail sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ou des choses qu'on ne pouvait plus faire. Ça a été brièvement évoqué également. Donc ça c'est un point intéressant. Des gains importants également en termes de coûts. On peut parler du coût papier, du coût de stockage, le local des archives, voilà. Enfin, on peut parler de ces coûts-là, du temps de gestion. Donc, il y a vraiment des bénéfices importants sur ce plan-là. Sur le plan de la conformité réglementaire également. Donc, ce sont pour moi les principaux bénéfices. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de réussite de digitalisation de certains processus au sein des services RH ? Oui, je peux vous parler récemment. Alors, dans la digitalisation, récemment, vous le disiez aussi, Monsieur Guyot, beaucoup d'établissements sont rentrés dans la digitalisation en quelque sorte avec un outil d'aide au recrutement. Et c'est vrai qu'on a un gros bénéfice puisque là, beaucoup de choses sont traitées par le logiciel. Donc, je pense à un établissement du sud de la France qui est entré dans la digitalisation par ce biais-là. Il a été amené à réévaluer ses processus, à raccourcir finalement les délais de traitement. On a une meilleure réponse aux candidats externes, donc une meilleure image marque employeur qui donne envie aussi aux gens de candidater. Et donc, au bilan, on a réussi à réallouer quasiment un ETP,5 sur d'autres missions RH. C'était quand même beaucoup plus intéressant que de faire des copies, que de diffuser les CV reçus en papier ou en PDF au cadre, etc., en attendant les réponses sur l'évaluation des candidatures. Pardon. Donc là, on a gagné vraiment, je dirais, un ETP,5 de temps de gestion RH. Et aujourd'hui, c'est presque un luxe. C'est vrai qu'on a des pénuries de personnel, on a de l'absentéisme. Pour moi, ça a été une réussite dans cet établissement. Cet établissement avait vraiment préparé l'arrivée de ce logiciel d'aide au recrutement. Il savait exactement ce qu'il en attendait et comment il allait organiser les différents niveaux d'acteurs qui interviendraient dans l'utilisation de l'outil. On a eu une réflexion commune sur effectivement la refonte presque des offres d'emploi à côté, c'est-à-dire qu'on a travaillé aussi la marque employeur. Il ne suffit pas de mettre un outil et de le poser de cette façon-là. On a retravaillé tous les profils de poste, on a retravaillé les modalités de communication, les canaux de communication. Donc, on a fait tout ce travail de concert et aujourd'hui, l'établissement est vraiment enthousiaste et s'apprête à poursuivre la digitalisation avec d'autres outils. Quand je vous écoute tous les deux, je me dis qu'un projet de déploiement d'une solution, pour que ce soit pour le recrutement, le planning ou autre, en réalité, c'est un projet qui est composé de 3 projets. Le premier projet, c'est la conduite du changement, l'accompagnement, la communication, l'implication des équipes, la détermination des objectifs, etc., qui en fin de compte est le départ du projet, mais extrêmement important. Et il faut y passer du temps. J'ai une expression souvent qui est de dire « allons doucement, nous sommes pressés ». Donc, il faut aller doucement dans la première étape, je dirais. Et on a bien après un projet de déploiement d'une solution numérique avec la formation, le paramétrage, etc., etc. Et puis, on a un troisième projet, en réalité, qui est le retour d'expérience de ce qu'on vient de faire, le suivi, l'accompagnement pour continuer à utiliser et améliorer éventuellement des processus et autres. Je dirais que c'est un peu la conclusion lorsque je vous écoute tous les deux de la manière que ce soit de mener un projet IA ou un projet de digitalisation des processus. Oui, je dirais, Pierre, j'en profite, c'est vrai que le projet ne s'arrête pas une fois que le produit est posé entre guillemets et que les utilisateurs l'utilisent. Il y a toute une partie évaluation et suivi qui, à mon sens, est essentielle aussi et qui permet d'adapter et de s'adapter aussi aux utilisateurs. Alors, on a pas mal de questions autour de la gestion des plannings.
Voilà, c'est pas trop surprenant. Et en fin de compte, des questions, alors je vais essayer d'un peu de résumer tout ça, qui sont assez larges. Tout à l'heure, on a parlé d'IA, de planning, pour prendre en considération les critères du personnel soignant, etc. etc. Et en fin de compte, je vois arriver parmi les questions des notions de bed management. Est-ce que la gestion des plannings ne doit pas prendre en considération la problématique du nombre de patients qui arrivent, c'est-à-dire des ressources infirmières dont j'ai besoin? Et on pourrait aller un peu plus loin en se disant, est-ce que je ne dois pas non plus prendre en compte la réalité de la charge en soins? Parce que soigner un patient de 80 ans, diabétique, cardiaque, ou un jeune de 20 ans qui est en pleine forme et qui fait du sport, c'est peut-être pas la même charge de soins, sûrement pas. Donc autour de cette gestion de planning, est-ce que les questions qui arrivent, c'est effectivement, est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus loin en fin de compte? Et c'est pas optimiser, mais arriver à utiliser au mieux les ressources que l'on a, vu qu'il en manque. Donc comment je peux arriver à utiliser au mieux ces ressources? Mathieu, est-ce que vous avez des réflexions autour de ça ou... Alors, je dirais que c'est l'un des objectifs de l'intelligence artificielle, en tout cas de l'automatisation des plannings. Elle permet un certain lissage et objectivisation des plannings. Un être humain peut le faire aussi, hein. Mais en tout cas, vu la puissance de calcul et l'accès à la donnée qu'a une intelligence artificielle et surtout à lire la donnée de manière quasiment instantanée sur une centaine de plannings ou sur tous les plannings de l'établissement, elle a une vision d'ensemble et permanente et surtout sur la durée, parce que si les plannings sont faits à l'année, par exemple, l'intelligence artificielle elle va pouvoir avoir sur du long terme, alors que la mémoire humaine, évidemment, ne peut pas avoir autant de données, c'est juste impossible matériellement, à moins d'avoir la mémoire absolue, mais c'est quelque chose d'assez rare. Et c'est des questions très intéressantes parce qu'aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles. En fait, là, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'il faut lier des intelligences artificielles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont sur le bed management, sur la gestion des lits et sur la gestion et l'anticipation de l'activité et de la charge en soins. Et ces outils-là, ils sont en cours d'expérimentation. Et si, par exemple, à terme, par contre, je parle plus. Jusqu'à présent, je parlais au présent, mais là, je parle au futur parce que ces solutions n'existent pas encore. Elles sont en cours de développement. En fait, il suffirait de lier ces deux intelligences artificielles pour avoir une gestion beaucoup plus liée à l'activité dans le service. Parce que si vous avez une IA qui, d'un côté, arrive à prévoir l'activité qu'il y a dans le service, à la savoir, à la connaître et à l'anticiper, et que vous le liez à une intelligence artificielle qui est en gestion des plannings, c'est une communication entre les deux. Eh bien, ça signifie que l'intelligence artificielle qui fait les plannings pourra récupérer les informations de celle qui anticipe l'activité et donc mieux gérer les ressources. Très bien. Alors, ces projets existent, hein. Il y a des projets de recherche. Oui. Oui, c'est plutôt sur des projets de recherche, effectivement, qu'on est actuellement. Alors, bien sûr, toujours beaucoup de questions autour de l'IA, et une notamment qui dit l'IA inquiète, l'IA passionne, mais comment préparer les établissements et les mentalités à accepter l'IA? Vaste sujet. Mathieu, je ne sais pas si vous avez... Comment on peut arriver à faire passer ce message sans que pour autant ça crée, on va dire, des paniques dans les établissements, ou des paniques chez les agents, parce que je rappelle que l'IA ne va pas remplacer l'humain en aucun cas. Alors, c'est vraiment la première question qui se pose. C'est-à-dire que quand il y a ce type de projet dans les établissements, la première crainte, c'est on va supprimer des emplois, on va perdre notre travail. Et en fait, on a l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre, et que l'un va remplacer l'autre. Mais je crois que vous aviez... je vais laisser Mathieu Guillot intervenir, parce que j'avais vu une de vos communications sur le sujet. Et effectivement, non, ça ne remplace pas l'humain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, la principale résistance pour moi porte là-dessus, hein, c'est-à-dire la peur du remplacement. Cela étant, en fait, pour moi, il y a tellement de problèmes à l'hôpital aujourd'hui en termes de gestion du temps et de ressources manquantes qu'en fait, avant de supprimer des postes, il faut déjà que les professionnels puissent faire leur travail correctement. Et aujourd'hui, en réalité, par exemple, sur les infirmiers, je parle des soignants, par exemple, les infirmiers. Avant de supprimer des postes, il va falloir déjà, par exemple, si on arrive à augmenter la productivité, tout ce que ça va faire, c'est que ça va juste améliorer la qualité des soins, et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, la qualité des soins est abaissée parce que les gens n'ont pas le temps.
de faire leur travail correctement. Aujourd'hui, quand on écoute les professionnels, vu les sous-effectifs qu'il y a aujourd'hui, et c'est pareil au niveau médical. Pour moi, j'estime que les IA médicales ne vont pas remplacer les médecins. C'est un non-sens. Parce que tout au plus, ils vont augmenter ils vont faire gagner du temps aux médecins. Donc du coup, ils pourront avoir plus de temps pour parler avec les patients, déjà un point positif, parce que le soin, c'est quand même quelque chose d'empathique, en enlevant toutes les tâches un peu à faible valeur ajoutée. Et ils vont aussi améliorer leur diagnostic. Les IA vont pouvoir donner des conseils aux médecins, que ce soit sur le diagnostic d'ailleurs ou sur le traitement aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des IA qui peuvent aider à donner un traitement adapté et personnalisé à des patients. Et pour l'administratif, enfin, le dernier axe, là j'ai parlé des infirmiers, j'ai parlé des médecins, et pour les administratifs, c'est pareil. Aujourd'hui, une DRH, moi j'étais DRH il y a 6 mois, et ma DRH, en fait, elle n'avait pas le temps de faire tout ce que je voulais, c'était impossible. Et moi, je n'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais. Et donc, à l'époque, j'utilisais pas mal l'intelligence artificielle et j'avais gagné du temps sur un certain nombre de choses. Mais pour autant, il n'y a eu aucune suppression de poste. Non, on a juste eu le temps de faire des choses en plus qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Par exemple, plus parler aux professionnels, plus aller dans les services, plus écouter. Voilà, donc pour moi, pour diminuer cette résistance, c'est le temps principalement qu'il fera avec une utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle. Par contre, si on fait n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, là, il va y avoir un sujet parce qu'il va y avoir des grosses résistances qui vont se développer. Donc, il faut être très prudent. Au plan administratif RH, si vous me permettez une illustration un peu rapide, et ça vous parlera certainement, on a aujourd'hui des DRH et des secteurs de gestion RH en fait, qui ferment alternativement certains jours à certaines heures pour pouvoir travailler et pour se protéger finalement des demandes des agents, ce qui semble effectivement à l'envers de la philosophie dite de ressources humaines tout de même. Donc on pourrait imaginer que se dégageant des contraintes et en automatisant certaines choses sans valeur ajoutée, on peut réallouer du temps effectivement pour écouter les professionnels de l'hôpital. Simple image. Donc si je pourrais conclure, c'est que l'IA, en fin de compte, est un outil de plus pour permettre aux agents de remplir leur mission, qu'ils soient soignants ou qu'ils soient agents administratifs en réalité. Ce n'est pas là pour remplacer l'humain, ce n'est pas là pour diminuer les ressources, vu la crise que subit aujourd'hui l'hôpital en termes de vocation dans tous ces métiers, hein, entre guillemets, mais plutôt une solution à cette crise de vocation, à cette crise de personnel, pour pouvoir arriver à faire fonctionner correctement nos hôpitaux, d'une certaine manière, leur donner les moyens de pouvoir faire leur mission. En gros, c'est ça. C'est un des outils en plus, comme la dématérialisation, et d'autres choses. Très bien. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, tous les deux, pour ces échanges. Il y a eu pas mal de questions. Comme on a vu, planning, IA, les gens s'interrogent beaucoup. Ça interpelle énormément. Je ne m'attendais pas à autant de questions. Donc ça, c'est très, très, très bien. En tout cas, oui, un grand merci à Mathieu, un grand merci à Isabelle pour avoir participé à cet atelier. J'espère que toutes les personnes qui sont connectées ont pu en retirer des enseignements, des idées, des perspectives par rapport à leur métier, à leur établissement. Voilà. Je vous rappelle que nous avons à 15h30 un atelier résilience numérique et cybersécurité où nous aurons la chance d'avoir Christophe Matler de la DNS qui pourra notamment vous parler du programme CARE, ainsi qu'André Apac, DSI du GHT Cœur Grand Ouest, qui vous fera un retour d'expérience sur ce qu'il a subi, une cyberattaque. Voilà, encore un grand merci à Mathieu et Isabelle pour cet atelier. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout de suite pour l'atelier cybersécurité. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.